Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera des obligations de l'employeur et des droits des salariés en cas de forte chaleur ou de canicule. Ce sera dans quelques instants avec Mouna Bouaziz, avocate chez Saul Associés. On parlera ensuite de la souveraineté des données juridiques avec Martin Bussy, coordinateur du Legal Data Space. Et enfin, on parlera de fraude en matière bancaire. Quelle est la responsabilité des banques avec Fanny Descloseaux, associée chez Carlara. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On débute ce Lex Inside, on va parler chaleur, canicule au travail avec mon invité Mouna Bouaziz, avocate au sein du cabinet Saul Associés. Mouna, bonjour. Bonjour Arnaud. On va faire le point ensemble sur les droits des salariés en période de forte chaleur, également les obligations des employeurs. On va commencer d'ailleurs sur ce sujet des obligations de l'employeur. Quelles sont-elles en cas de forte chaleur ou de canicule sur le lieu de travail ? Merci Arnaud, parce que c'est un sujet qui est quand même très d'actualité, puisqu'on a un décret qui vient de paraître le 27 mai dernier, qui entrera en vigueur le 2 juillet prochain, donc qui nous rappelle un petit peu les obligations de l'employeur et les consignes données aux salariés pour affronter ces fortes chaleurs qui nous occupent dès aujourd'hui en fait. Donc effectivement, l'employeur a de réelles obligations qui tiennent et qui découlent de son obligation de sécurité, donc il se doit d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail. Donc ça peut ratisser tout un tas de domaines, et y compris la variation de température, trop froid ou trop chaud dans les locaux. Donc il se doit aujourd'hui d'apprécier les températures dans tout locaux fermés et que ce soit des températures adaptées. Donc dans ce cadre-là, il va identifier les risques que vont comporter chaque poste de travail et il va les lister, les intégrer dans ce qu'on appelle le document unique qui est mis en place au sein de l'entreprise et chercher à mettre en place des plans de prévention pour pallier tous ces risques-là. Voilà, donc rapidement, pour évaluer les risques, l'employeur va se fixer sur plusieurs critères. Donc on a la température, par exemple, même s'il n'y a pas d'obligation légale, on a quand même des valeurs repères qui sont données par l'INRS ou l'assurance maladie. Donc il n'y a pas de température maximale, c'est ça ? Non, on a juste des valeurs repères en fait. On préconise au maximum 30 degrés pour les postes de travail fermés et sédentaires et 28 degrés pour les travailleurs à l'extérieur. Donc voilà, l'employeur va pouvoir se fixer là-dessus. Il va aussi pouvoir se fixer et se référer au site de Météo France, puisqu'on a quotidiennement une actualisation des vigilances. Donc si on est en vigilance rouge, il va falloir s'adapter très rapidement. On va regarder l'environnement de travail. On va regarder les postes de travail. Est-ce que le salarié est sédentaire ? Est-ce que le salarié a de la manutention, des ports de charge lourdes ? Est-ce qu'il y a une organisation de travail très spécifique ? Est-ce que les tâches à effectuer, l'aménagement des locaux, on a de clim, on n'a pas de clim, est-ce que c'est ombragé ou pas ? Et donc voilà, tous ces critères-là sont identifiés. Et à partir de ça, on met en place un plan de prévention en fait. Alors on a vu les obligations de l'employeur. Qu'en est-il des droits des salariés ? Alors les salariés ont le droit déjà d'être informés de ces risques-là qui pèsent sur eux, sur leur lieu de travail. De quelle manière en général ? Alors ça, c'est à la discrétion de l'employeur, soit par une note d'information, un affichage, des mails circulaires. Ça reste vraiment à l'appréciation de l'employeur, mais ils doivent être informés. Et si jamais le salarié s'estime légitimement dans une position où il y a une atteinte réelle à sa santé, il a le droit d'exercer un droit de retrait. Mais il faut qu'il soit légitime et ce droit de retrait, en fait, il peut soit ne pas se présenter à son poste de travail, soit le quitter en disant que tant que l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour préserver sa santé, il ne travaillera pas et si c'est justifié, il ne peut pas ne pas être payé pour ce droit de retrait. Comment on évalue justement ce droit de retrait ? Parce que c'est assez subjectif en fait. Alors généralement, oui, c'est très subjectif et l'employeur a charge pour lui de démontrer qu'il a tout fait pour préserver la santé de ses salariés et de dire, par exemple, là, typiquement sur ce sujet, qu'on ne dépasse pas certaines températures, qu'il y a une ventilation qui a été mise en place, qu'on a mis à disposition des salariés de l'eau fraîche, des points d'eau, des zones ombragées. Et sinon, il faudrait aussi mettre dans la boucle le CSE qui a une vraie plus-value dans la protection de la santé des salariés et de se dire, voilà, on apprécie ensemble, est-ce que droit de retrait il peut y avoir ou pas, est-ce que manquement de l'employeur il y a ou pas.
Alors, on va s'intéresser aux travailleurs dits vulnérables, hein, je pense aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux travailleurs handicapés. Quelles sont les mesures spécifiques que doit prendre l'employeur pour préserver la santé de ces travailleurs vulnérables? Alors déjà, le premier conseil, c'est de se rapprocher de la médecine du travail, qui est une vraie plus-value dans l'identification des risques et de l'adaptation des postes des salariés. Donc pour cette catégorie de salariés plus vulnérables, on va préconiser un aménagement du poste, on va préconiser du télétravail, on va essayer de faire travailler à des horaires où on évite les fortes chaleurs, ou quand vraiment on est bloqué, il vaut mieux dispenser le salarié de ses activités les journées où c'est pas possible de faire différemment. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le CSE, les représentants du personnel. Quel est le rôle du CSE en la matière en cas de forte chaleur ou de canicule? Alors le CSE, il va être impliqué notamment dans la gestion des plans de prévention, il va être impliqué dans l'inscription des risques au sein du DUER, donc le document unique des risques professionnels. Donc il a une réelle plus-value. Donc il peut aussi proposer des plans d'action concrets. Il peut aussi solliciter un expert s'il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes ou en tout cas on a besoin d'une aide extérieure pour identifier les risques. Alors, il y a aussi certains secteurs qui sont plus exposés en cas de forte chaleur. Je pense par exemple au BTP. Quelles sont les obligations spécifiques de l'employeur et à l'inverse, les droits des salariés en la matière? Alors, pour ce secteur-là spécifique, en tout cas le BTP, on a même déjà des dispositions légales, le Code du travail en vise certaines, puisque ce sont des salariés qui sont directement exposés en extérieur, donc des salariés qui ont aussi l'obligation de porter des EPI. Un casque, ça tient très chaud, mais on ne peut pas s'en faire l'économie sur les chantiers. Donc là, on a quand même certaines obligations qui est de fournir de l'eau fraîche. Et on préconise 3 litres d'eau par jour et par salarié, à minima. On va aussi demander à l'employeur de mettre en place des locaux abrités, ombragés, pour que le salarié puisse se reposer. On va aussi essayer de différer les horaires de chantier pour qu'on évite les pics de chaleur et de travailler à midi en plein soleil. On va aussi arrêter le chantier, une fois de plus, si jamais on ne peut pas faire différemment. L'idée n'étant pas d'aller jusqu'à risquer le coup de chaud, le coup de chaleur d'un salarié qui peut être assez grave sur sa santé. Alors, on va s'intéresser maintenant au non-respect des obligations de l'employeur en cas de forte chaleur ou de température élevée de canicule. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur ne respecte pas les obligations que vous avez décrites tout à l'heure? Alors, il peut y avoir plusieurs sanctions à différentes échelles qui sont prises. Il peut y avoir des sanctions civiles parce qu'un salarié qui s'estime en danger peut déjà prendre acte de la rupture de son contrat de travail, donc saisir le conseil de prud'homme pour dire qu'il ne peut pas poursuivre son activité du fait des fautes de son employeur, puisqu'il y a un réel manquement, en tout cas à démontrer, de l'obligation de sécurité. Donc là, il y a un risque prud'homal de dommages et intérêts. Il y a aussi un risque que le salarié porte son dossier devant le pôle social, l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaître la faute inexcusable de son employeur si d'aventure son état de santé venait à se dégrader. Il y a aussi des sanctions administratives parce qu'on n'a pas parlé de l'inspection du travail, mais qui peut aussi intervenir pour faire cesser un chantier, par exemple, en cas de manquement ou d'infraction de l'employeur. Il peut y avoir aussi un risque pénal en cas d'accident avéré sur le site. Voilà, donc il y a quand même nécessité à bien encadrer cette prévention. Donc, être attentif à ses salariés. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Mouna Merci Arnaud. Bouaziz. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Saul Associés. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la souveraineté des données juridiques. On poursuit ce Lex Inside, on va parler souveraineté des données juridiques en Europe avec mon invité Martin Bussy, coordinateur du Legal Data Space. Martin Bussy, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de la souveraineté des données juridiques, on va voir quels sont les enjeux. Tout d'abord, qu'est-ce que la souveraineté juridique, des données juridiques ? Et oui, bonne question. Oui, je pense qu'il faut déjà bien définir de quoi on parle, puisque déjà, qu'est-ce qu'une donnée juridique ?
Alors là, une donnée juridique, c'est une donnée qui est utilisée dans l'exercice du droit, donc de manière extrêmement large, et qui peut être une donnée open source, open data, qui peut être une donnée publique, qui peut être une donnée privée, qui peut être votre donnée privée ou la donnée privée de quelqu'un d'autre. Et donc on voit déjà là, il y a une vraie diversité dans la donnée juridique. Et la notion de souveraineté, c'est pas du tout une notion d'être autarcique ou indépendant, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est d'avoir le contrôle et la maîtrise sur sa donnée. Donc il faut savoir où elle est stockée. Est-ce que j'ai le droit de me servir de cette donnée? Ou alors est-ce que je dois demander l'autorisation à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce qu'elle est conforme à la réglementation française, européenne? Donc la souveraineté, finalement, c'est contrôler l'usage de la donnée, le maîtriser pour un usage à définir. Alors on comprend que la maîtrise, la souveraineté des données juridiques devient un enjeu stratégique. Pourquoi est-ce vraiment important? Alors, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que nos données personnelles nous ont échappé. Elles sont maintenant aux États-Unis. Et nos données personnelles, on voit bien que non seulement ce sont des données importantes en termes de liberté, en termes d'autonomie personnelle, même en tant que citoyen, mais c'est aussi un marché économique énorme. Et tout ça, l'Europe l'a complètement laissé partir aux États-Unis. Là, il y a un nouvel enjeu qui sont les données professionnelles. Et l'agentification permise par l'intelligence artificielle, on va résumer ça en disant l'IA, remet ce sujet-là au premier plan. Comment concrètement? Voilà. Concrètement, une bonne IA, c'est une machine qui raisonne avec des bonnes données. Donc si vous avez des bonnes données, vous avez beaucoup de chances d'avoir une bonne IA. Et si vous avez une bonne IA, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec. Mais si vous n'avez pas une bonne IA, vous allez finalement être très déçu. Vous allez mettre beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour un résultat qui ne sera pas qualitativement satisfaisant. C'est pour ça que les données professionnelles, donc les données juridiques, notamment pour ceux qui nous concernent, doivent être sous la souveraineté européenne, c'est-à-dire la nôtre, à la fois des praticiens, à la fois de ceux qui en sont détenteurs, mais aussi des autorités. Et donc, comment fait-on cette souveraineté? Il faut que les IA et les données juridiques puissent se parler avec des règles. Comment? Quel type de règles? Alors, la première règle, c'est déjà de pouvoir utiliser la donnée dans le respect de leurs droits juridiques. Donc, il faut quelque part contractualiser l'usage de la donnée. On va employer un terme, le smart contract, c'est-à-dire automatiser le fait qu'un agent IA va aller chercher telle ou telle donnée pour faire quelque chose. Aujourd'hui, si vous utilisez une IA, vous ne savez pas vraiment d'où viennent les données. Vous ne savez pas comment il les a récupérées, est-ce qu'il a le droit, et vous ne savez pas comment il les interprète. Le fait d'avoir un smart contract, ça veut dire que vous allez pouvoir même rétroactivement vérifier qu'il a utilisé une donnée officielle, une donnée légale. Vous allez pouvoir raffiner finalement le résultat qu'il vous propose. Comment c'est possible? C'est possible avec les moyens technologiques et techniques qui existent aujourd'hui. La Commission européenne développe les data space, donc les espaces de données, depuis quelques années. Donc un grand nombre de blocs technologiques en open source ont déjà été financés sur différents sujets, notamment dans le domaine automobile, dans le domaine du tourisme, et là maintenant dans le domaine du nucléaire. Et donc grâce à toutes ces briques technologiques, plus celles que le Legal Data Space justement investit et travaille, on va bientôt être en mesure de pouvoir vous garantir que lorsque vous allez utiliser une IA, vous allez choisir votre cloud, vous allez choisir votre LLM, et vous allez choisir les données que vous voulez utiliser. Et le résultat vous donnera la traçabilité des données et la garantie que vous avez le droit d'en faire un usage. Comment concrètement vous apportez cette garantie? C'est justement à travers la gouvernance. La gouvernance à la fois de l'ensemble et la gouvernance très précise de chaque usage par un agent IA d'une donnée précise. Cette contractualisation, elle passe par un ancrage blockchain. Ça veut dire que je peux toujours prouver ou au contraire m'assurer de l'usage de la donnée que j'ai pu avoir. Parce qu'on est dans un environnement sécurisé, horodaté. Voilà, exactement. En fait, le mot blockchain peut faire peur, mais concrètement, c'est un registre universel, infalsifiable, et qui donc vous garantit ce qui s'est passé. Et donc, voilà, une sorte de cadastre de la donnée, si vous voulez. Et donc, grâce à ça, vous êtes toujours en mesure de savoir ce qui se passe. Et deuxièmement, vous êtes aussi en mesure de donner de la valeur à cette donnée. Soit c'est la valeur de dire, c'est la donnée de Arnaud, et du coup, peut-être que vous serez heureux de la partager parce que à chaque fois, on se rappellera que c'est bien votre donnée, c'est votre analyse. Voilà, donc un professeur d'université, typiquement, ça c'est quelque chose de très intéressant pour lui. Mais vous pouvez aussi dire, à chaque fois qu'un agent utilise ma donnée, c'est 10 centimes, c'est 1 euro. Voilà. Et donc, si c'est toute une analyse extrêmement aboutie d'une nouvelle loi, peut-être que ça a de la valeur pour les agents IA quand ils vont vouloir aller prendre cette donnée et la proposer à l'utilisateur pour
mettre en perspective une clause, pour mettre en perspective un contrat. Donc, le fait de valoriser la donnée, c'est à la fois une valorisation juridique, mais c'est aussi une valorisation économique. Et là, on arrive à un nouveau monde, qui est le marché de la donnée. C'est quoi le marché de la donnée? Ça veut dire c'est l'échange avec les valeurs que vous avez données justement Exactement. à ces données. Vous allez pouvoir justement créer de l'échange entre les différents acteurs, c'est ça? Tout à fait. Par exemple, si je suis éditeur juridique, ou si je suis producteur de contenu, ce qui est votre cas, tous les jours vous en fabriquez, derrière vous ne savez pas trop finalement quel en est l'usage. Grâce au Legal Data Space, vous pouvez dire aux agents IA que dans tel et tel cas, tu as le droit de te servir de ma donnée. Mais dans tel autre cas, tu n'as pas le droit. Si tu es un concurrent, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Mais si tu es un client, alors tu as un prix qui est fixé dessus. Et si tu es un laboratoire, je veux bien que ce soit gratuit à des fins d'analyse. Vous voyez, en gros, vous pouvez démembrer l'usage de la donnée en fonction de ce que vous avez décidé. Et c'est ça la souveraineté. Ce n'est pas juste un cadre macro, c'est chaque fournisseur de données décide ce qu'il en fait. Et ça, c'est vraiment un contrôle et une maîtrise. Et ça, c'est une solution qui est absolument révolutionnaire. Alors, on va s'intéresser aux conséquences pour les professionnels du droit. Concrètement, ce marché de la donnée juridique que vous venez d'exposer, qu'est-ce que ça change pour les professionnels du droit? Déjà, ça va leur permettre d'utiliser une IA dont ils ont la traçabilité. Donc, ils vont pouvoir se dire, OK, plutôt d'utiliser un chat GPT basé sur des données américaines qui va me faire une réponse basée sur la common law et non conforme en termes réglementaires aux directives de la Commission européenne, là, il va pouvoir choisir, par exemple, un LLM de Mistral. Il va pouvoir s'appuyer sur des données françaises, y compris les siennes. Ça, c'est un autre point important, c'est qu'il peut mélanger des sources personnelles et les sources du marché. Donc, ça veut dire qu'il va avoir une qualité de réponse qui va être très nettement supérieure. Et cette qualité de réponse, peut-être qu'elle va lui coûter un peu de sous. À chaque fois qu'il va interroger ces différentes données, peut-être qu'il y aura du let's base, peut-être qu'il y aura du gratuit open data, et peut-être qu'il y aura ces données à lui qui seront gratuites et d'autres qui seront payantes. Tout ça va s'agréger. Et la réponse va lui permettre de produire peut-être un contrat type qui va lui coûter 10 euros, 20 euros ou 30 euros. Parce qu'il y a du coût de LLM et il y a du coût de la data. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça lui permet aussi de pouvoir budgéter finalement le coût de fabrication de tel ou tel document ou procédure. Et donc, c'est aussi une révolution copernicienne dans la façon d'appréhender le temps passé. Je ne vais pas forcément passer 2 heures. Par contre, je sais que ça va me coûter tant. Pour terminer, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de rivaliser face aux acteurs américains ou chinois en Europe? On a les moyens, à mon avis, à une condition, c'est d'être capable d'avoir une gouvernance décentralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs du marché sont des monopoles, sont des géants qui ont une logique d'intégration verticale de toute la valeur. Et derrière, si c'est gratuit, c'est que demain, ce sera payant parce que vous serez captif. Nous, la démarche qu'on a, et c'est aussi celle de l'Europe, c'est l'inverse. C'est de dire, la donnée, elle reste où elle est. Dans un data space, la donnée reste là où elle est, c'est-à-dire chez vous, chez moi. Par contre, on crée des ponts pour pouvoir la mettre en valeur. Et donc, plus la gouvernance est partagée, ce qu'on fait avec le Legal Data Space, plus les usages sont décentralisés et plus, à l'instar de la blockchain, plus c'est inviolable et infalsifiable. On va tous être reliés comme une chaîne, les uns avec les autres. Et le fait de travailler ensemble, c'est la meilleure garantie, non seulement pour réussir, mais aussi pour contrecarrer la domination, et je pèse mes mots, des acteurs américains. On va conclure là-dessus. Merci Martin Bussy. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Legal Data Space. Un grand merci à toi. Tout de suite, l'émission continue. On va parler fraude en matière bancaire et responsabilité des banques. On poursuit ce Lex Inside, on va parler fraude bancaire et responsabilité des banques avec mon invité Fanny Descloseaux, associée chez Carlara. Fanny Descloseaux, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors on va parler ensemble de la responsabilité des banques en cas de fraude. Tout d'abord, on va parler de détection de virements suspects. Quelles sont les obligations précises des banques en cas de détection de virements suspects? Alors Arnaud, au préalable, je voudrais rappeler quelques chiffres. Selon la BCE, la valeur totale de la fraude aux moyens de paiement en 2022 s'est élevée à 4 milliards d'euros. Et au premier semestre 2023, on est à 2 milliards d'euros. Heureusement, grâce à l'authentification forte qui a été mise en place par les banques, il y a moins de fraude. Pour autant, comme vous l'imaginez, les escrocs sont toujours
à la recherche de nouvelles techniques. Et les principales techniques que l'on voit, c'est sur les consommateurs, principalement le phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est ? C'est le client qui reçoit un mail ou un SMS qui va cliquer sur un lien qui va ensuite payer sur des objets frauduleux ou alors qui va installer un malware sur son ordinateur qui va permettre ensuite à l'escroc d'accéder à ses données bancaires et de faire des fraudes. Donc ça, c'est le phishing. Et il y a également le spoofing. Qu'est-ce que c'est ? Le spoofing, qu'est-ce que c'est ? Le spoofing, c'est un escroc qui se fait passer pour un salarié de la banque et qui contacte le client. C'est un peu ce qu'on appelle aussi la fraude au sentiment. On en a entendu parler avec l'affaire de Brad Pitt, Tout à fait. dont vous avez dû entendre parler. Donc, c'est un escroc qui se fait passer pour un salarié de la banque, qui a des informations sur le client et qui va obtenir ses données bancaires et faire des opérations frauduleuses. Ça, c'est les consommateurs, principalement. Mais il y a également les entreprises. Et la principale fraude aux entreprises et qui ramène des sommes colossales aux escrocs, c'est la fraude au président. La fraude au président, c'est un escroc qui contacte le service comptable de l'entreprise et qui, sous couvert d'une opération confidentielle, comme une OPA par exemple, va permettre d'obtenir des virements qui vont être effectués par le service comptable vers des pays exotiques. Voilà les bases que je voulais rappeler au préalable. Sur la question de la responsabilité des banques, en fait, il faut distinguer deux responsabilités distinctes. Soit c'est une opération de paiement, un virement autorisé, et dans ce cas-là, le client peut tenter de mettre en jeu la responsabilité de la banque. Classiquement, c'est le droit civil qui s'applique, c'est-à-dire qu'il faut prouver une faute, un préjudice, un lien de causalité. La faute, c'est quoi ? C'est le manquement de la banque à son obligation de vigilance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas détecté des anomalies apparentes. Par exemple, en matière de fraude au président, c'est une opération autorisée. En matière de fraude au président, ça va être par exemple des destinations de virements atypiques, des pays exotiques, des montants complètement différents des opérations habituelles. Donc ça, c'est l'opération de paiement autorisée. Deuxième cas, l'opération de paiement non autorisée. Là, c'est plutôt le spoofing ou le phishing dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Dans ce cas-là, il y a c'est le Code monétaire et financier qui s'applique, puisque c'est une législation spécifique, donc qui déroge au droit classique, ça vient de l'Union européenne. Donc, dans ce cas-là, le principe, c'est que la banque doit rembourser son client, sauf pour elle à démontrer une négligence grave de son client. C'est quoi une négligence grave ? Une négligence grave, vous voyez, c'est un peu comme en matière de carte bleue, le client qui va laisser les codes sur sa carte bancaire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est notamment, principalement en spoofing et en phishing, le client qui n'a pas vu que le mail ne provient pas de sa banque, mais que c'est une adresse email usurpée. D'accord. Voilà. On va s'intéresser maintenant au recours des victimes. Vous avez parlé de fraude au président, donc il y a de nombreuses entreprises qui sont victimes de ce type de fraude. Concrètement, les entreprises victimes de fraude, est-ce qu'elles peuvent agir au civil alors même qu'il n'y a pas de poursuite pénale ? Tout à fait. Effectivement, Arnaud, les victimes peuvent agir au civil sans avoir agi au pénal. Mais dans la pratique, ce qu'on constate quand même, c'est que les banques, si elles doivent rembourser le client, exigent de leurs clients qu'ils aient déposé plainte au préalable pour justifier qu'ils ont bien été victimes d'une escroquerie. Donc, c'est quand même recommandé aux clients de déposer plainte au préalable. Mais en droit, rien n'interdit d'agir au civil sans agir au pénal, puisque effectivement, on voit que malheureusement, les escrocs vont très vite. C'est des virements, donc ça se fait en quelques secondes. Donc, très vite, parfois, on peut retrouver les escrocs, mais l'argent, évidemment, a déjà disparu. Donc on comprend que la sécurité bancaire est une question primordiale. Concrètement, est-ce que les banques, la responsabilité des banques peut être engagée en cas de faille de leur dispositif de sécurité ? Alors la réponse est oui, effectivement, et on le voit beaucoup en matière d'opérations non autorisées, une fois encore, donc le spoofing principalement et le phishing, puisque effectivement, avant d'invoquer une négligence grave de son client, la banque va devoir prouver, et je vais lire
l'attendu de principe qui est toujours repris par la Cour de cassation dans ces matières. La banque doit prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique. Donc, oui, pour répondre à votre question, la banque voit sa responsabilité engagée si elle n'est pas en état de démontrer cette authentification forte. Alors, pour éluder justement une responsabilité, il y a des contrats bancaires qui prévoient parfois des clauses d'exonération. Quel est concrètement le rôle de ces clauses dans le cas d'une exonération de responsabilité des banques? Jusqu'où elle peut aller concrètement? Alors, évidemment, on voit souvent dans les contrats bancaires des clauses de limitation de la responsabilité de la banque dans ces domaines de fraude. Pour autant, elles sont prohibées pour les clauses qui sont mises dans les contrats avec les consommateurs. D'accord. C'est interdit, donc ça veut dire que s'il y a une clause comme celle-ci dans votre contrat, vous pouvez invoquer la nullité, elle ne pourra pas s'appliquer. Le consommateur, c'est-à-dire une personne physique qui n'agit pas pour les besoins de professionnels. En revanche, on les trouve dans les contrats entre la banque et les professionnels. Là, par contre, elles sont valables. Alors, vous évoquez les consommateurs, on va s'intéresser aux entreprises. Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables à ce type de fraude. Comment l'expliquez-vous? Alors, oui et non. Peut-être les petites entreprises parce qu'elles ont moins de moyens techniques pour se protéger, mais dans la pratique, on voit aussi beaucoup de grandes entreprises, notamment en matière de fraude au président. Pourquoi ? Je pense que parce que, en fait, les grandes entreprises laissent beaucoup plus de traces sur Internet. Et évidemment, les escrocs, que font-ils ? Pour se renseigner sur les comptables dans les grandes entreprises, pour avoir les signatures des représentants légaux, tout ça, ça se trouve sur Internet. Donc, il faut être très vigilant puisque c'est comme ça que les escroqueries fonctionnent. Pour conclure brièvement, que dit la récente jurisprudence en la matière? Alors, vous avez raison de l'évoquer. Il y a eu beaucoup d'arrêts qui ont été rendus très récemment, le 12 juin dernier, par la Cour de cassation. Donc, ce qu'on voit sur la responsabilité des banques, c'est que principalement en matière de spoofing, les banques sont condamnées à indemniser leurs clients. Pourquoi? Le spoofing, je vous le rappelle, c'est le client qui reçoit un appel d'un escroc qui se présente comme son contact habituel auprès de la banque et qui parfois a des connaissances très précises sur sa situation. Dans ces cas-là, les juridictions considèrent qu'il n'y a pas de négligence grave du client et donc condamnent la banque à rembourser. En revanche, en matière de fraude au président, pour donc les entreprises, là, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir la condamnation des banques et souvent, c'est ce que je disais au début, c'est un partage de responsabilité. Et pour autant, il y a peut-être un petit espoir puisque un des arrêts du 12 juin 2025 a appliqué en matière de spoofing la responsabilité de la banque vis-à-vis d'une entreprise professionnelle. On va conclure là-dessus. Merci Fanny Descloseaux. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez Carlara. Merci Arnaud. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce Lex Inside. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.